Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt, dans 5 minutes. CIBL 101.5 au cœur de Montréal. Bon dimanche à tous et à toutes. Francis Desilets au micro. Bienvenue à l'émission Autour du conte. C'est une conteuse, une auteure et une poète. Elle rêvait toute petite d'être astronaute et fut même électron libre. Ce sont finalement les mots qu'elle jette sur le papier depuis sa plus tendre enfance qui lui auront permis d'approcher les étoiles. Bienvenue Karine Casparian. Bonjour Francis. Bonjour. Je me suis inspiré de tes mots que j'ai trouvés dans ta biographie pour écrire cette petite introduction. Donc, sur le côté astronaute, on reviendra d'ailleurs. Alors, je suis très content d'être avec toi ici à l'émission. On n'avait pas assez proche de se voir cet automne. Finalement, tu avais laissé la place à quelqu'un d'autre, à Franck Sylvestre, puisqu'il brûlait d'actualité. Et on peut se reprendre parce que ce soir, il y a un spectacle dont tu fais partie au Dimanche du Conte au bar Le Jockey. Et on va plutôt prendre le temps maintenant de remonter aux origines. Comme cette émission-là porte sur le conte, je le demande pratiquement à tout le monde, mais ça te vient d'où, toi, l'envie de raconter des histoires, de monter sur scène? Le conte, il arrive comment? Alors, déjà, je pense que peut-être par une bonne fièvre, parce que quand j'étais petite, quand je tombais malade, oui, à chaque fois que je tombais malade, souvent, je me posais des questions. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y avait avant que tout commence? Enfin, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on était, où est-ce qu'on était avant? Qu'est-ce que je fais là? Mais ça, c'est déjà, j'avais ce goût des mythologies, des mythes. Donc ça, c'était présent. On parle de quel âge à peu près? Moi, mes grosses fièvres de qu'est-ce qu'il y avait avant, c'était vraiment à 7 ans là que je me posais toujours cette question. Ouais, toujours cette question. Et puis, parfois, je regardais autour de moi, je me disais, mais pourquoi on est là? C'est quoi? Enfin, si on est là, c'est vraiment pour quelque chose. Donc, j'ai vraiment... Ça doit pas être reposant pour les parents, ça? Juste quand j'avais de la fièvre, hein, parce qu'après, j'avais oublié. Et puis aussi, je pense que le conte aussi, pour moi, c'était un moyen, en fait, de communiquer avec les adultes. Quand moi, je suis issue d'une culture méditerranéenne, donc tout le monde parlait fort. T'es originaire de Corse? Ouais, Corse, mon père arménien, il est né au Liban. D'où le nom? Ouais, donc du coup, en fait, il parlait très très fort, ils s'entendaient pas, parfois. Je vous aime très fort, hein, papa et maman. Mais que t'en fais pas, moi, les Desilets, de mon côté, c'est la même chose. C'était pareil. Et moi, je me demandais souvent, en fait, je me rendais compte que si on argumente avec la tête, on va toujours se disputer et tout. Mais s'il y a une histoire, en fait, ça change tout. Et souvent, en fait, je cherchais l'histoire qui permettait l'harmonie dans la famille. Et à chaque fois, j'en inventais une ou j'en trouvais une. Et ça m'est arrivé, je me rappelle, beaucoup plus tard, j'étais dans un bus, j'avais 18 ans, et là, il y a 2 personnes d'un certain âge qui disent « Ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus que c'était et tout ». Puis moi, je regarde dans le bus, puis je me sens assez visée par rapport aux gens qui sont là. Et alors, on aurait pu se disputer tellement que peut-être que je serais venue avec un bras en moins aujourd'hui. Mais en fait, j'ai trouvé une histoire. Et je leur ai raconté l'histoire de ce village. Il y a un vieil homme avec son petit-fils qui est devant le village. Là, il y a un étranger qui vient. Et l'étranger demande au vieil homme, il est comment ton village? Et le vieil homme dit, le tien, il est comment? Oh, c'était horrible, le mien, les hommes ne travaillaient pas, les femmes parlaient fort. Et le vieil homme dit, tu vas trouver la même chose ici. Et le lendemain, il y a un autre étranger qui vient et qui pose la même question. Il est comment ton village? Et le vieux pose la même question. Et toi, il est comment ton village? Ah ben, j'ai laissé des personnes que j'aimais. J'en suis encore triste. Le vieil homme lui répond, ici, tu vas trouver aussi des gens que t'aimes. Alors à côté, il y a le petit-fils qui demande au vieillard, à son grand-père, mais tu racontes n'importe quoi. Il dit, mais c'est parce qu'on ne voit qu'avec les yeux du cœur.
Et quand j'ai dit ça à ces deux personnes, eh ben, en fait, elles m'ont invitée chez elles. Ah bon, Ouais, c'est comme ça que c'est ça tourne. Ouais, et ça, c'est la magie du conte. Parce Et- que j'aurais argumenté Et les transports en commun. et des transports en commun. Voilà, exactement. Mais pour moi, le conte, c'est ça, en fait. C'est vraiment, ça permet de passer des ponts Oui. aussi. Ça, on en a plusieurs preuves, parce qu'on raconte depuis longtemps, toi et moi. Donc, dès l'enfance, là, tu dis que tu t'en sers même dans la vie. Tu as la poésie aussi qui fait partie Ouais. de ton spectre. Ben, en fait, ce que je faisais quand j'étais vraiment petite, mes parents, ils avaient la musique de Jean-Michel Jarre. Je mettais Jean-Michel Jarre et j'enregistrais et j'improvisais des histoires que j'inventais. Donc quand j'étais petite, quand je savais pas encore écrire, j'inventais des histoires. Et puis après, plus tard, vers 9 ans, 10 ans, ça doit être suite à une grosse fièvre, je me suis mise à écrire de la poésie. Mais vraiment, j'écrivais à un moment, je pense de 10 à 14 ans, j'écrivais tous les jours. Je faisais mon petit poème du jour. Et là, je lisais dans tes notes que tu as même publié. Oui, alors c'est parce qu'il y a des On personnes... publie comment à 10 ans? Ben, c'est des adultes qui m'ont repéré, qui ont publié des choses. OK. Je cherchais pas vraiment ça, mais ils ont publié j'ai eu des poésies qui ont été publiées, ou dans les classes, parfois il y avait comme des concours ou des choses. Donc j'ai publié des petites nouvelles ou des poésies quand j'étais petite. Tu es la première personne que je rencontre à être publiée aussi jeune. Ouais, mais après, après j'ai arrêté. il y a un hein. truc. Non, mais- Ben oui, t'as arrêté parce que tu me disais que tu voulais devenir astronaute. Ah ouais. Ben, Moi, mais c'est un projet sérieux. Ah oui, oui, très sérieux. C'est que, en fait, pour moi, j'écrivais, mais c'était comme mon hygiène de vie, c'était normal, c'était mon Ouais. lien avec le monde. L'écriture, oui, c'est ça. Voilà, mais je pensais même pas que c'était pour moi, c'était pas un métier, c'était ma vie. Mais par contre, je rêvais, c'est parce que je pense que c'est quand j'ai appris que les étoiles qu'on regardait pouvaient être mortes, moi, ça m'a fascinée. Ouais. Et puis, à partir de là, je voulais vraiment être astronaute. Au début, je voulais être chercheuse de trésors sous la mer ou astronaute, mais après, petit à petit, c'était vraiment ça. J'ai fait les études pour. J'ai Ben oui, fait t'as étudié en mathématiques, en physique. ouais, mathématiques, physique. Et Parce que là, c'est devenu du sérieux. c'est devenu du sérieux. Mais après, je me suis rendu compte que c'est quand même... Il y avait j'avais vraiment un désir d'être en lien avec l'humain que je trouvais plus dans les sciences. Dans les sciences pures. Ouais, dans les sciences pures. Après, je pense que ça doit revenir à un niveau après. Là, peut-être les gens qui sont au fond de la recherche, ils retrouvent ce truc. Mais moi, là, j'ai trouvé ça sec, aride. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être l'idée des étoiles qui m'intéressait plus que tous ces calculs qu'il y avait. Mais t'as raison. Moi, je suis assez d'accord sur une chose, que la recherche se fait plus seule que le monde du spectacle. Parce que quand on est en recherche, on est dans ses notes, on compile tout ce qu'on a pu trouver. Il y a beaucoup de travail de bureau. Quand on est en spectacle, même si on fait des seuls en scène, on va toujours avoir des gens autour quand même, une équipe dont on va s'entourer. C'est déjà plus collectif un peu que la recherche, je pense. Ouais. Mais en même temps, tu vois, quand je faisais des maths, c'était comme une méditation. J'avais les Ouais. cheveux qui m'ont gonflé comme Einstein, mais juste pendant quand je travaillais, tu sais, Si j'avais vous êtes à la radio, vous devez savoir que Karine possède quand même une chevelure spectrale. et ça m'inspirait, ça me faisait créer parce que ça me permettait aussi d'être dans un espace un peu plus silencieux, Ouais. tu sais, parce que voilà. Donc il y avait ça, et puis finalement Finalement, tu t'en vas vers le théâtre. le théâtre, et après, alors le théâtre, c'était bizarre parce que j'avais beaucoup de plaisir, mais en même temps, après chaque spectacle que je faisais, je pouvais me sentir vide à l'intérieur. C'est comme si, en fait, j'avais oh, c'est beau, oh, c'est bien, bravo et tout, mais il y avait quelque chose qui faisait pas sens. J'avais besoin plus de transmettre, c'était pas d'être sur scène a priori. En fait, au fond, c'est pas d'être sur scène pour moi, c'est vraiment de partager, mais partager ce que mon cœur a envie de partager. Et dans le théâtre, je faisais pas des choses que moi, j'avais envie de partager forcément, je faisais des personnages. Donc j'avais du plaisir, mais en même temps, ça me rendait heureuse et triste en même temps. Enfin, c'était pas complet. Y avait-tu une histoire de quatrième mur à franchir aussi ou c'était vraiment juste à cause des sujets, des pièces de théâtre? Je sais pas, c'est une bonne question, Parce je pense que j'ai souvent ça. t'as raison. Les artistes français du conte sont souvent passés par le théâtre.
Ouais. pour la plupart. Puis il y en a beaucoup qui me disent, le quatrième mur, à un moment donné, me dérangeait, tu sais, me freinait. J'avais Ouais. besoin d'aller vers les gens Ouais. sans faire semblant qu'ils ne sont pas dans la pièce. Là. Et ben en même temps, moi ça c'est pas, je pense que c'est plus de ce que la transmission parce que en même j'aime ça, mais en même temps j'avais quand même du plaisir de sentir, tu sens tu, tu, tu les vois pas, mais tu sens leur respiration, leur présence. Et ça j'aimais beaucoup la connexion avec le public, même si je m'adressais pas directement à eux. Ça j'adorais, mais c'était vraiment, je pense que je trouvais que c'était pour moi. Trop centré sur moi. En fait. Je sais pas comment dire, mais il y avait quand même quelque chose qui me faisait pas du bien, en fait. Ouais. Et là, du théâtre, tu retrouves le conte. Tu le retrouves Ouais, je rencontre à un moment, dans on un me propose un autobus? stage. Non, mais on me propose un stage, c'était une formation, c'était un conteur qui s'appelle Gilles Bisberne qui faisait une formation, puis je me dis, waouh, c'est un métier. En fait, et là, je retrouve mon amour d'enfance, de tout, tous les contes que j'ai ingurgités aussi quand j'avais de la fièvre. Tu sais, moi, les contes, c'était quand j'étais fiévreuse, quand j'étais petite. Et du coup, je retrouve ça. Et après, je mets du temps parce que j'avais quand même une conversation. Il faut faire des choses sérieuses dans la vie. Donc après, j'ai fait enseigner un peu en mathématiques, je me suis lancée en doctorat de sémiologie. Ce qu'on appelle avoir une vraie job. Ouais, alors que moi j'ai toujours à mon fils, en fait, si tu ne trouves pas un travail que tu n'aimes, que si tu n'as pas de travail que tu aimes, invente-le, tu sais. Et c'est ça que je pense en fait qu'il faut qu'on fasse. Ou continue de chercher. Ou continue de chercher, ouais. D'ailleurs, tu en as inventé quelques-uns, des travaux comme ça, toi, hein? Parce que tu es une organisatrice et une entrepreneuse qui a mis l'épaule à la roue pour plusieurs projets, dont la fabuleuse Nuit du Conte. Ça, je t'avoue que je me souviens pas c'est quoi, ça. Ouais, mais c'est parce que ça n'a pas duré très Ça a pas longtemps. duré. Ça, c'était une nuit du conte. Mais après, quand je suis devenue maman, ça a été arrêté. Mais c'était vraiment une nuit du conte. Ça, j'avais organisé avec Franck Sylvestre. On avait fait une nuit du conte. C'était vraiment le 21. Mais on l'a fait 2 fois. Donc ça, c'était vraiment un petit projet. Le 20, excuse-moi, le 21. C'est le 21. Le 21. C'est le 21. Ben, on a 12 Il faut choix. deviner, en fait. C'était le 21 juin. Okay. Voilà, c'est ça. Et c'était très touchant. Non, c'était vraiment... Il y a Bernard Grondin qui avait été là aussi. Ouais, feu Bernard Grondin. Ouais, et sa fille s'était endormie. C'était très touchant. Non, lui s'était endormi. Et sa fille, qui devait avoir 9 ans, Louve, elle avait raconté l'histoire que son père devait raconter. C'était extrêmement touchant. Il y a eu le bal des ménestrels, il y a eu le ballet des conteurs. Ouais. Ça, j'ai participé à ça. Ouais. C'est des veillées de contes, des soirées de contes. Le bal des ménestrels se fait toujours chez vous. Oui, toujours. Et la pièce de résistance, la grande virée des sommeurs de contes. Voilà, et c'est parti vraiment du ballet des conteurs, en fait, avec André et Yves. C'est André qui nous a dit, si on partait une marche, et pourquoi pas. Et là, toi, t'es là depuis le début. Ouais. T'en as pas manqué une. J'en ai manqué une quand j'ai accouché. Quand t'as accouché. Ouais. Donc là, l'année prochaine, ça va être la 11e. Ouais. C'est quand même... dans la durée, c'est quand même exceptionnel. Vraiment. Et aussi, c'est vraiment beau parce que au début, on nous a traités de fous. Et puis petit à petit... On vous a pas traité de fous. Non, mais pas vous. Parfois. Mais ce que je trouve beau, en fait, à chaque fois qu'un projet me décourage, je me dis... Mais c'est fou tous les kilomètres qu'on a fait, mais d'année en année, c'est pas en une année qu'on a fait 1500 kilomètres, mais d'année en année, on a quand même pas mal de kilomètres sous nos pieds. Et je trouve ça beau, hein. Parfois, moi, quand je me décourage sur un projet, je me dis, ouais, mais c'est un pas après l'autre. C'est ça. Ouais. Un pas à la fois. Ouais. Là, on va se diriger vers une chanson qu'on va écouter ensemble. Et ensuite, tu vas nous raconter quelque chose. La chanson, c'est L'écrivain d'Alexandre Poulain. Je veux d'ailleurs te remercier de m'avoir fait découvrir ça. Je ne connaissais pas. On écoute L'écrivain. C'était Alexandre Poulain. Alors pourquoi, en quelques mots rapidement, cette chanson, Karine? Parce qu'elle me touche, simplement. Et que pour moi, justement, c'est exactement ce qui là, c'est vraiment un conteur. Ouais. Et c'est ce genre d'histoire que j'ai envie d'entendre. Parlant de conte, le micro est à toi. Et bien là, on va revenir à quelque chose justement de mon enfance que j'avais fait quand j'avais, je pense, 16-17 ans. Et la fièvre? Ouais. Au commencement de tout,
il n'y avait rien. Pas un souffle, pas un rêve, pas un mot. Enfin presque rien, car dans ce grand rien, il y avait un tout petit quelque chose. C'était un oiseau. C'était l'oiseau d'avant le temps. Sur son dos, l'oiseau avait une plume immense, une plume d'argent qui brillait comme un soleil levant, une plume qui contenait l'univers tout entier avant même qu'il ne soit créé, une plume qui contenait les mots avant qu'ils ne soient prononcés. La plume brillait sur le dos de l'oiseau, mais l'oiseau, lui, ne le savait pas. L'oiseau, lui, dormait. Mais un jour, l'oiseau a fait un rêve, son premier rêve. Et à cet instant, du flanc de l'oiseau est sorti le vent. Et le vent a soufflé sur la plume. Et la plume a commencé à bouger sur le dos de l'oiseau, ça a chatouillé le dos de l'oiseau, et l'oiseau riait. La plume a écrit le mot terre et une boule ronde est sortie du bec de l'oiseau. La plume a écrit le mot mer et l'eau a glissé sur la terre. Et plus elle écrivait, plus elle brûlait d'écrire. Et le vent soufflait toujours de plus en plus fort. Et quand la plume a écrit le mot humain, le vent soufflait si fort et l'oiseau riait tant que l'être humain est né du croisement du souffle du vent et de l'éclat de rire de l'oiseau. Et puis, il y a eu le dernier mot. Ce dernier mot, ce mot qui contient tous les mystères du monde, même le secret du commencement. Le vent l'a soufflé plus fort que jamais et la plume s'est détachée du dos de l'oiseau sans pouvoir écrire le mot. Et pour la première fois, l'oiseau a vu sa plume qui brillait comme un soleil levant, et ses yeux se sont mis à briller aussi. Dans ses yeux sont apparues toutes les étoiles. Mais il continuait à fixer la plume. Il voulait la garder pour lui, après tout, c'était sa plume à lui. Et à chaque instant, les étoiles de ses yeux partaient et s'accrochaient au ciel, et ses yeux devenaient de plus en plus noirs. Et sur le dos de l'oiseau, à l'endroit même où la plume était née, une boule a enflé, une boule de vanité. Elle a gonflé sur le dos de l'oiseau et elle a explosé sur la tête des hommes. Pendant ce temps, le vent soufflait toujours de plus en plus fort ce dernier mot qui n'avait pas été écrit. Il a soufflé si fort que la plume s'est déchiquetée en une infinité de poussière de plumes qui s'est éparpillée dans l'univers. Quand l'oiseau a vu sa plume disparaître, de ses yeux noirs, une larme a fait couler l'obscurité et l'oiseau s'y est effacé. Pendant ce temps, les poussières de plumes brûlaient toujours de ce dernier mot qui n'avait pas encore été écrit. Alors elles essayaient de s'accrocher aux étoiles pour l'écrire, mais elles étaient si brûlantes de ce mot que les étoiles se sont mises à filer. C'est ainsi que le dernier mot n'a jamais été écrit. Mais depuis que la vanité est tombée sur la tête des hommes, l'homme cherche toujours à avoir le dernier mot. Il parle, il argumente, il parle. Mais il ne sait pas que le dernier mot n'appartient qu'au silence. Merci, Karine. Est-ce que ça fait partie de ton spectacle L'échappée du silence? Oui. Oui. Ouais. Ouais, on s'en doute un peu. Ouais. Et c'est quelque chose que tu es allé chercher d'une écriture de l'enfance en plus. Ouais, en fait, L'échappée du silence, c'était vraiment des contes de création associés à la poésie. Ton spectacle qui a le plus tourné Ouais. dans ta carrière. Ouais. Beaucoup en France, hein? J'ai fait une 50aine de représentations sur plusieurs années en France, dans des théâtres. Et puis, au théâtre La Croisée des Chemins. Oui. Ouais. Moi, je me rappelle, en fait, tu m'as rappelé que pendant la pandémie, on faisait des contes en
en virtuel avec les Dimanches du Conte. Et tu avais créé avec José Courtemanche qui dessine sur une table lumineuse dans le sable. Tu avais fait ce spectacle-là. C'était probablement la chose la plus belle et la plus poétique que j'ai vue de toute cette foutue pandémie. Je te remercie encore pour ça. C'était un moment de grâce absolue avec tes mots et ces images à elle. Ouais. C'était très beau. Ce soir, au Dimanche du Conte, puisque je les ai mentionnés, je le fais toujours 3-4 fois pendant l'émission, je prêche pour ma paroisse. On a un spectacle qui s'appelle Le Petit Robot, qui a été créé par André Lemelin. Ça m'a l'air de quelque chose de quand même assez particulier. Je ne sais pas trop comment le dire. Je suis en fait avide de savoir à quoi on peut s'attendre pour ce soir. Alors, c'est André qui a créé le projet Les Contes Branchés, qui a créé des stations contes, donc des contes interactifs. Ouais. Donc, il a proposé à Yoda, Jérôme et moi d'écrire un conte à 4. Yoda Lefebvre, Jérôme Bérubé. Ouais, exactement. Ouais, je parle vite. Oh, je suis là pour ça. Et puis, on l'a écrit et puis après, on l'a joué pour les enfants dans plusieurs bibliothèques. Et puis, on a fait un enregistrement. Il y a le petit robot. Et là, ça va être la première fois qu'on va le faire pour les adultes. Mais là, on parle d'interactivité. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que le spectacle va dépendre de vos choix. OK, donc les gens vont avoir des choix à faire. Ouais. Là, on parle d'une intelligence, un robot, d'intelligence artificielle qui surveille les enfants turbulents. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que voilà, c'est Enfant Prog. Enfant Prog qui est un logiciel qui contrôle les enfants pour les éduquer, parce que quand même les parents ont autre chose à faire que d'éduquer les enfants quand même. Il y a quand même plein de choses. Il y a les portables, les téléphones, il y a plein d'occupations. Ils ont autre chose à faire. Donc Enfant Prog est là. Est-ce qu'une espèce de dystopie? On parle d'une anté-histoire dans le descriptif. Là. Oui, en fait, ouais. Alors ça a été écrit après. Okay. André a fait une anté-histoire après, et on s'est inspiré d'une nouvelle d'Asimov. D'Asimov, ouais. Ouais, voilà. Donc, qui finissait donc... on est parti vraiment de la dernière phrase d'un robot raconteur d'histoire. Okay. Et puis donc, on le retrouve, le petit robot, on va le retrouver, mais il faut venir, parce que je ne vais pas trop vous en dire. Exactement. Il faut venir ce soir. Si vous nous écoutez, que vous voulez venir au Dimanche du Conte ce soir, vous pourrez vous mériter un billet gratuit en disant à la porte, tiens, en ton honneur, Karine, le mot sera astronaute. Alors, pour se mériter un billet gratuit. Le petit robot, ça aurait été trop facile. Ouais. Oh ben merci. Alors, donc c'est un rendez-vous ce soir au bar Le Jockey. Je remercie beaucoup Frédéric Lalumière à la mise en onde. Restez des nôtres pour l'émission qui suit. Excusez-la avec Marc Bolduc qui reçoit André Marchand pour ses 50 ans de carrière. Il frétille déjà dans le hall d'entrée. Alors, je vous remercie tout le monde d'être présent avec nous. Après une longue semaine, après une fin de semaine bien méritée, le dimanche à 17h, on se retrouve puisque c'est autour du conte.